Selon Statistique Canada, un Canadien sur 5 sera touché par la maladie mentale au cours de sa vie. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, cette dernière estime que les maladies dépressives arriveront au premier rang des causes principales du fardeau global en santé des pays développés. Aujourd'hui, dans un contexte de pandémie avec le COVID-19, c'est un peu plus d'un Canadien sur 2 qui éprouve des difficultés liées à leur santé mentale en raison du confinement. Je me présente Benoît Bilodeau, directeur solutions clients chez SSQ Assurance. Nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire d'affaires Enjeux de santé mentale dans les organisations et si la pharmacogénomique vous aidait. Aujourd'hui, nous visons à atteindre les 2 objectifs suivants, soit vous expliquer comment la pharmacogénomique peut offrir une différence considérable au niveau de la prévention et du rétablissement de vos employés. Et faire la démonstration comment SSQ peut vous accompagner comme partenaire dans une offre de solutions en santé numérique. Pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir d'avoir la participation de M. Étienne Crevier, directeur fondateur de Biogénique, ainsi que M. Louis Régimbald, vice-président stratégie et innovation chez SSQ Assurance. Nous vous invitons tout au long du déroulement de la présentation à poser vos questions via le système questions-réponses de Webex. Nous tâcherons d'y répondre dans la dernière portion de notre présentation. À noter que la séance est enregistrée et elle sera disponible pour écoute ultérieure. Un courriel avec ce lien suivra. Je vous souhaite une très bonne présentation. Parfois, la vie est imprévisible. Soudainement, on se retrouve sur un chemin qu'on n'avait pas vraiment prévu. Je suis Étienne Crevier et voici mon histoire. Dès mon plus jeune âge, mon plan de vie était établi. J'ai étudié pour devenir chercheur en génétique. Je voulais trouver des façons d'aider les gens à rester en santé. Mon père a été pour moi une grande source d'inspiration. C'était un médecin de famille qui a aidé des milliers de personnes. Il prenait soin de lui. Il ne fumait pas, ne buvait pas. Il était en parfaite santé. Malgré tout, mon père a eu une crise cardiaque. Il s'est fait prescrire des médicaments pour éviter davantage de complications. Et même si c'était supposé l'aider, il a subi une autre crise cardiaque. Cette fois-ci, il ne s'en est pas sorti. Puisque j'ai étudié la biochimie et la génétique, je sais que 2 personnes peuvent réagir très différemment aux mêmes médicaments à cause de leur ADN. Par exemple, une personne peut se sentir mieux après 2 semaines de médication pour l'arthrite, tandis qu'une autre peut souffrir pendant des mois avec le même traitement. Notre génétique influence non seulement la dose idéale, les effets secondaires et l'efficacité des médicaments, mais elle peut aussi dicter si ce que vous prenez est bon ou potentiellement très dangereux pour vous. Aujourd'hui, on comprend mieux l'impact que la génétique peut avoir sur les risques qu'on ne peut contrôler et sur ce qu'on peut changer pour les réduire. Si vous aimez le café, vous ne voudriez pas savoir si ça peut augmenter vos risques de maladies du cœur ou, à l'inverse, vous aider à éviter des problèmes cardiaques? Ou si votre enfant avait un TDAH, vous n'aimeriez pas connaître le meilleur traitement pour lui du premier coup? J'ai passé 1 an et demi à recruter des spécialistes. On a travaillé sans relâche pour offrir des informations de santé mieux adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Avec les bonnes personnes en place et ma volonté de rendre les renseignements génétiques accessibles à tous, j'ai lancé Biogénique. On est une équipe dévouée et on a aidé des milliers de personnes à comprendre leur ADN. Un test détaillé comme le nôtre révélera certainement au moins une recommandation qui fera une différence sur votre santé. Le genre d'information qui peut sauver des vies et qui aurait pu sauver celle de mon père. Mon nom est Étienne Crevier et si on avait su l'ADN de mon père, disons que son histoire et la mienne auraient pu être très différentes. Donc, merci Benoît. Très heureux d'être parmi vous, en fait, pour cette série de webinaires de SSQ. En fait, comme la vidéo l'a mentionné, mon nom est Étienne Crevier et ma profession à la base, c'était d'être généticien. Mon but, c'était de devenir prof d'université. J'avais aucune appréhension de devenir entrepreneur et de fonder un des plus grands laboratoires de génétique au Canada. Mais les choses ont été ce qu'elles sont. Aujourd'hui, je me retrouve un généticien dans le milieu de l'assurance. Donc, probablement quelque chose d'assez inattendu. Aujourd'hui, en fait, je tiens à faire quand même le pont. On vit quelque chose d'assez inattendu, d'assez exceptionnel, à la fois avec la recrudescence de l'invalidité qu'on a dans toutes nos entreprises,
mais aussi avec la crise de la pandémie du COVID. Et donc, d'entrée de jeu, je me sens obligé de devoir faire le pont parce que quand on parle d'invalidité dans nos entreprises, dans le milieu de travail, ça serait un peu se mettre la tête dans le sable que de ne pas parler justement de la COVID-19 et de ce qui nous attend. Parce que d'entrée de jeu, en fait, on voit avec des sondages qui ont été faits, ça évolue de semaine en semaine, que ce soit du 11 au 15 mars ou du 25 au 30 mars. On voit que les employés affirmant avoir un impact sur leur santé mentale et sur leur bien-être psychologique lié au coronavirus est en augmentation. Et malheureusement, ça touche aussi plus les femmes. On voit une certaine recrudescence également pour quand que les employés ont des enfants à la maison de moins de 18 ans. C'est également un élément qui vient affecter le stress et qui a un impact négatif sur la santé mentale. En ce moment, je pense que tout le monde s'entend pour dire que ce qu'on vit aujourd'hui, il y a eu une certaine résilience qui s'est installée dans la population. Donc, non seulement qu'on a du stress, oui, mais également le fait qu'on a demandé à nos employés, on a demandé à notre workforce de devoir s'adapter. Et donc, il y a eu une espèce d'armure. On est embarqué à la guerre contre le COVID-19. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par contre, c'est qu'il va y avoir un relâchement. Et le stress qui vient de la COVID-19, finalement, va vraiment se refaire sentir avec le déconfinement et avec le retour au travail progressif, où est-ce que toute la charge qu'on avait gardée sur nos épaules va vraiment se laisser aller. Et là, on va voir finalement autour de nous nos collègues, notre famille, vraiment être affectés par les effets de la deuxième pandémie, qui est la pandémie de la santé mentale. Donc, une très bonne étude de McKinsey qui a été faite vers la fin du mois de mars, début avril, montrait que finalement, c'est 80% de la population qui se dit avoir une détresse ressentie liée à la COVID-19, que ce soit une détresse importante ou une détresse modérée. On voit que c'est vraiment, qu'il y a seulement 20% de la population qui ne dit ressentir aucun stress. Et cet effet est accentué quand on a dans notre population, finalement, des gens qui ont eu une perte financière ou une baisse d'emploi, une baisse de revenus à cause de la COVID-19. Et donc, tout laisse présager que quand on va revenir à la normale, quand que finalement on va rappeler les employés pour retourner sur le marché du travail, eh bien, ce stress-là, la facture va être finalement transigée aux entreprises qui sont sur une assurance collective. Et fort, très intéressant aussi, il y a une augmentation marquée de substances déclarées, que ce soit l'alcool, les médicaments d'ordonnance, pour des raisons non médicales. Donc, finalement, les employés prennent des médicaments sans avoir de prescription et aussi de drogue illicite. Et donc, on ne le remarque pas énormément sur l'assurance collective actuellement, puisqu'il y a comme un effet de résilience, comme je mentionnais. Mais c'est sûr et certain que dès qu'on retourne à une certaine normale, ou est-ce que vers la fin de l'été ou même en plein milieu d'été, on fait un retour au travail, bien c'est sûr qu'on va écoper les impacts négatifs de cette détresse-là qui est liée à la COVID-19. Et donc, ce qui nous amène à parler aujourd'hui de comment est-ce que la génétique peut venir aider ce qu'on vit en ce moment. Et déjà qu'on avait des problèmes de santé mentale, déjà que ça représentait un certain fardeau pour l'absentéisme, eh bien, en fait, c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui d'en parler parce que c'est une solution qui vient vraiment nous permettre de venir éviter ces absences-là, qui vient augmenter nos chances de succès contre l'augmentation de la facture que nos entreprises vivent. On ne peut pas le nier, c'est un phénomène en croissance. Que c'était de 6,3 % des employés qui s'absentaient chaque semaine au Québec en l'an 2000, on est rendu à près de 12 % finalement en 2019, c'est 9,7 % en 2016. Et ça représente en moyenne 12 jours par année par employé qui s'absentent finalement pour toutes sortes de raisons, que ce soit musculo-squelettique, que ce soit de la douleur chronique, que ce soit la santé mentale. Mais vous le savez, vous le connaissez dans vos entreprises ou les entreprises de vos clients, finalement, ça peut représenter de 30 à 50 % de ces absences-là qui sont liées à la santé mentale. Donc, si on dit que c'est 50 % de notre workforce qui s'absente 12 jours, bien, il y a 6 jours par année au Québec que c'est vraiment relié à l'effet de la santé mentale qui est vraiment en recrudescence et en croissance et on va se retrouver avec des mauvaises surprises, surtout liées à la COVID. Et donc, si on était actuellement dans une salle de conférence et que tout était normal, je poserais la question, qui ici dans la salle connaît son groupe sanguin? Et donc, il y aurait probablement 60-70 % des gens qui levaient la main. Vous pouvez faire l'expérience à la maison comme si on était finalement tous ensemble dans une grande salle. Et là, je poserai la deuxième question qui dit, qui accepterait de recevoir du sang qui n'est pas de son propre groupe sanguin?
Donc, on aurait probablement tout le monde qui baisserait la main et dit, ben non, si je suis O+, je veux recevoir du O+. Bon, il y a toujours quelques personnes qui vont regarder la main levée, vont dire, je suis AB+, je suis receveur universel, je peux recevoir n'importe quel sang. Eh bien, ce qui est quand même drôle, c'est qu'être receveur universel pour le groupe sanguin, ça représente 1,2 de la population. Mais en fait, une personne qui n'a pas d'alerte génétique, donc quelqu'un qui a le code génétique parfait, qui peut prendre tous les médicaments, qui peut manger ce qu'il veut et qui n'a pas de prédisposition connue, en fait, ça représente 0,001 de la population. C'est complètement être anormal que d'être normal. Finalement, tout le monde va avoir une alerte, un petit quelque chose à faire attention. On n'est pas tous égaux face à la nature. Tout le monde a son propre bagage et c'est complètement aberrant de penser qu'on est différent. Si vous me prenez moi, par exemple, un grand roux, 6 pieds 3, 210 livres, j'aurais beau vouloir être un marathonien professionnel, ça serait très difficile. J'ai beaucoup plus la shape d'un joueur de football. Donc, c'est complètement de se mettre la tête dans le sable que de penser autrement. C'est à moi d'adapter mon mode de vie et c'est à moi de prendre responsabilité de comment je suis, qu'est-ce qui me constitue et d'aller chercher vraiment le bon médicament, d'aller chercher la bonne alimentation sur qu'est-ce que j'ai reçu à la naissance dans mon code génétique. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de mon père, finalement, où est-ce que on ne savait pas quel médicament allait fonctionner pour lui. On se disait, on va essayer Plavix, dans le fond, clopidogrel, qui est un antiplaquettaire, qui évite, dans le fond, les récidives de crise cardiaque après la première. Ça vient éclaircir un peu le sang. En fait, ça l'empêche de faire des caillots sanguins et qui augmente les chances de succès pour la survie. C'est connu, c'est écrit sur l'étiquette du médicament que ça ne fonctionne pas dans tous les cas. En fait, c'est 65 de la population, mais pour 35 de la population, c'est comme la même chose que de prendre un verre d'eau. Je n'ai pas le code génétique de mon père aujourd'hui, malheureusement, mais j'ai celui de mon frère, ma sœur, le mien et ma mère. Et les 3 enfants dans notre famille, on est dans le 35 que de prendre clopidogrel. C'est la même chose que de prendre un verre d'eau. Donc, tout laisse présager que si on avait eu l'information génétique de mon père en 2012, ça aurait été complètement différent, autant pour lui que pour moi. Et on aurait été vers un autre médicament comme le Brilinta, le Effiant, Ticagrelor, qui sont, dans le fond, d'autres médicaments qui font la même fonction, mais qui passent par des voies moléculaires complètement différentes. Et on a des alternatives. On a des alternatives pour tous les médicaments, finalement, qui existent. Et c'est complètement, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est un changement de paradigme dans la santé. La médecine n'est plus une médecine statistique. Donc, l'époque où est-ce qu'on disait, par exemple, j'ai une femme caucasienne de 35 ans devant moi, je vais lui donner tel médicament, ça fonctionnait toujours. En fait, c'est révolu. Ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, on est en médecine personnalisée. C'est Barack Obama qui parlait de la révolution de la precision medicine. Et c'est d'autant plus important que c'est une nouvelle façon de pratiquer. Donc, quand un patient est devant le médecin ou quand on se regarde dans notre propre santé, on ne peut plus faire confiance simplement aux statistiques. Il y a trop de multi-ethnicité. Par exemple, même si j'ai beau avoir les cheveux roux et des noms de famille complètement européens, j'ai quand même 6 de mon code génétique qui est amérindien. Et donc, n'importe qui habite au Québec, qui a plus que 6 générations d'ancêtres québécois, on se retrouve avec du sang amérindien dans notre système d'une manière ou d'une autre. On se retrouve avec ce bagage-là qui nous vient de ce mélange. Et la seule façon vraiment de venir confirmer qu'est-ce qu'on est à risque, qu'est-ce qui peut vraiment s'appliquer à nous, c'est de faire un test génétique. On nous demande toujours, moi, quand je donne des conférences, oui, mais j'ai un oncle qui a toujours fumé toute sa vie, il n'a jamais eu de cancer du poumon, ou j'ai une tante qui mangeait une livre de beurre sur ses toasts le matin, comment ça, puis qui n'est pas morte de crise cardiaque, comment ça? Eh bien, c'est sûr que si on connaît tous la normale, on connaît tous la personne qui a un code génétique, finalement, qui ne le prédisposait pas. Mais en fait, de se baser sur ces exemples-là, c'est la même chose que de venir complètement penser que les vaccins vont causer l'autisme. Il n'y a pas de données scientifiques qui peuvent supporter ce genre d'affirmation-là. On se retrouve finalement avec beaucoup d'études qui démontrent que de venir donner un bon médicament au bon moment le plus rapidement possible aide autant au niveau de la facture de l'assurance collective que la facture de la prise de médicaments. Donc, un autre exemple qu'on retrouve en plus de celui de mon père, c'est celui de M. Allard, Paul Allard, qui est un résident de 61 ans, qui habitait la ville de Sherbrooke, qui est une ville au Québec.
Et donc, sa femme, Colette Bibeau, qui est une grande conférencière maintenant sur la médecine de précision, s'est retrouvée bien malgré elle dans cette situation-là parce que M. Allard a pris un médicament qui s'appelle le Xeloda. Le Xeloda est un médicament qui vient éviter que les cancers bénins, souvent gastriques, s'aggravent. Et donc, M. Allard, 61 ans, il avait été diagnostiqué stade 2 d'un cancer bénin et donc commence le Xeloda. Après simplement 3 doses, on commence le Xeloda le samedi, on se rend compte que M. Allard fait partie du 5 de la population qui ne peut pas prendre ce médicament-là parce que ça vient complètement brûler complètement son tube digestif et son œsophage. Et donc, 5 de la population a 3 copies du gène DPYD qui métabolise ce médicament-là. Et quand on prend le médicament, eh bien, ça devient mortel. Et malheureusement, après simplement 1 semaine et demie d'avoir pris le médicament, M. Allard est décédé des suites et on a confirmé qu'en effet, il était ce qu'on appelle, qu'il y avait 3 copies du DPYD. En santé mentale, ce n'est pas aussi violent que le cancer, je vous l'accorde, mais c'est mourir à petit feu que de ne pas prendre de bons médicaments. Et si je vous donne un exemple, en fait, prenons Adèle. Adèle, qui est une patiente de 35-40 ans qui travaille dans une industrie que tout va bien, mais la charge de travail d'Adèle s'accumule, devient de plus en plus importante et finalement, elle commence à ressentir des effets de dépression. Et donc, Adèle se rend chez son médecin, en parle avec son médecin de dire je me sens vraiment, l'élastique est au bout du rouleau, je me sens vraiment très à pic avec mes collègues, avec ma famille. Et là, le médecin lui dit bon, écoute, ça semble être vraiment un trouble dépressif. Je te donne une prescription pour du Celexa 10 mg. Le Celexa 10 mg est un inhibiteur du recaptage de la sérotonine. Donc, c'est un médicament qu'on donne en première ligne, qu'on appelle. C'est vraiment, ça existe depuis la nuit des temps. C'est un antidépresseur bien connu. Et c'est les bonnes pratiques cliniques en médecine que de commencer avec un ISRS comme Celexa. 10 mg, c'est vraiment une dose très, très faible, souvent simplement pour voir si le patient réagit bien. Et donc, le médecin dit à Adèle, on te met en congé de maladie, prends Celexa 10 mg, reviens me voir dans 3 semaines si ça va mieux. Et le 3 semaines, c'est quand on est chanceux et qu'on est capable de revoir son médecin. Parce qu'à moins d'avoir des logiciels de télémédecine dans vos entreprises ou chez vos clients, en fait, souvent, ça peut être 4-5 semaines. Et après 3 semaines, à 10 mg, c'est à peu près sûr que Adèle n'a pas d'effet bénéfique, n'est pas en rémission de dépression. Et donc, souvent, on va revoir son médecin et dit « ça va pas mieux, je me sens vraiment encore très fatigué, j'ai encore beaucoup de symptômes. » Et donc, le médecin va dire « bon, mais on va augmenter, on va doubler, on va être 20 mg, des fois même 40 mg pour aller tout de suite vers la dose bénéfique, la dose thérapeutique. » Et finalement, c'est là que les problèmes, les effets indésirables arrivent. Adèle, après 3 ou 4 jours, finalement, sa dose de médicaments s'accumule dans son sang et elle va se sentir dans le fond, perte d'appétit, perte de sommeil, bouche sèche, tremblement. La liste est quand même assez longue, problème gastrique. Et là, c'est parce qu'elle a trop de métabolites dans son système. Elle n'est pas capable de dégrader le médicament assez rapidement. Et donc, elle se retrouve avec une toxicité qui fait en sorte qu'après 4-5 jours, elle appelle son médecin et dit « ça va pas du tout, là, je mange plus, je dors plus, ça marche pas ». Là, le médecin reconnaît, dans le fond, les réactions indésirables des médicaments, dit à Adèle, arrête tout ça. OK, tu ne réagis pas bien aux ISRS, on va changer de classe de médicaments. Donc, elle est déjà rendue à peu près à 4 ou 5 semaines d'invalidité rendue là. Et pour commencer un deuxième antidépresseur, les bonnes pratiques cliniques, c'est de faire un flush. Donc, il faut éliminer complètement le premier métabolite, donc le premier médicament du système de Adèle avant d'en commencer un deuxième. Et donc, c'est 2 semaines de flush pour vraiment être capable de recommencer à 9. Donc, on est à 7 semaines d'invalidité, simplement après avoir fait un essai-erreur de médicament pour un antidépresseur. Et c'est bien connu, en fait, c'est 2 300 000 hospitalisations à chaque année au Canada dues aux effets secondaires des médicaments. C'est 140 000 décès pour 3 milliards de coûts et c'est des statistiques de 2017. Donc, c'est probablement encore plus aujourd'hui. Et je trouve ça un peu même très bas, le 140 000, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'un patient qui va être admis à l'hôpital parce qu'il a fait une chute, par exemple. Il est tombé, s'est enfargé sur son lave-vaisselle, s'est cogné la tête. Et finalement, il y a il y a une hémorragie cérébrale et on
dit cause du décès, hémorragie, mais pourquoi le patient a chuté à la base? Qu'est-ce qui l'a fait perdre pied? Qu'est-ce qui a causé finalement ce débalancement-là? C'est probablement des effets secondaires des médicaments. Et donc, le 140 000 est probablement un petit peu plus que ça. Puis même à 140 000, c'est plus de décès à chaque année que les accidents de voiture sur la route. C'est la 4e cause de décès en importance au Canada. Et donc, c'est important de s'y attarder. Et des exemples comme Adèle, il y en a partout. Quand on a parti Biogénique en 2013 dans mon sous-sol, on a été voir chez Nom Québec, on a été voir le regroupement des soins de santé personnalisés du Québec pour finalement s'informer, mais si la science est aussi dithyrambique, si on est aussi d'accord que ça l'aide, pourquoi ce n'est pas offert? Pourquoi ce n'est pas implémenté dans le système de santé de manière automatique? Et dans le fond, ça nous a surpris parce que 90% des médecins ont répondu à un sondage qui était favorable de recevoir l'information génétique de leurs patients si elle était disponible. Et c'est 95% des pharmaciens qui se sont dit favorables. Donc, ce n'était pas un problème d'accessibilité de la science. On ne voyait pas de problème qu'il n'y avait pas de ligne directrice par rapport à ça. Et là, on s'est questionné, mais pourquoi? S'il y a ce consensus-là scientifique, que ça l'aide vraiment les patients, que c'est une bonne information, pourquoi ce n'est pas plus implanté en 2013, quand on est parti Biogénique, et qu'on avait finalement à tout débroussailler? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 70% des professionnels de la santé ont admis ne pas savoir quand, où et comment commander un test. Et donc, ce n'était pas un problème de science à la base, c'est un problème d'accessibilité. C'est le problème du remboursement. C'est le problème que quand on a besoin d'informations, où est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'il y a un test qui est quand même pertinent, qui est accessible, pas trop cher? Et c'est là qu'on a vu vraiment une opportunité d'être le plus grand laboratoire de génétique au Canada pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à la pharmacogénétique en temps opportun. Et donc, au moment de la prescription du premier antidépresseur, à la prescription du premier médicament contre la douleur chronique, par exemple, de savoir est-ce que c'est un bon médicament pour moi? Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux avoir confiance? D'autant plus que dans ce même sondage, on a remarqué que 50% des Canadiens qui ont une prescription pour un antidépresseur ne vont même pas à la pharmacie pour la convertir. C'est ce qu'on appelle l'observance par rapport au traitement. Donc, il y a 50% d'observance au traitement parce que les patients disent, bon, j'ai ma prescription d'antidépresseur, si j'en ai vraiment, vraiment besoin, je vais y aller, puis de toute façon, elle est bonne pour 1 an. Alors, il y a vraiment une espèce de résilience supplémentaire qui s'applique chez le patient où est-ce qu'il se dit, ben, ça ne me tente pas de commencer les antidépresseurs tout de suite. Il y a une réticence par rapport au traitement, un manque de confiance même à part aux médecins qui s'installe. Et c'est là qu'on a vu que même en plus de ça, à chaque jour, il y a 20 heures de littérature scientifique qui est publiée sur le site PubMed, donc qui est le regroupement de tous les articles scientifiques, simplement en génétique. Et donc, pour un professionnel de la santé, juste pour être up-to-date dans sa pratique médicale, il devrait lire 20 heures de littérature à tous les jours. Et donc, il y a vraiment un overload d'informations qui est publié, que c'est impossible pour un professionnel de la santé de se tenir au courant de ce qui est publié. Et donc, une compagnie comme Biogénique est arrivée pour vraiment ce qu'on bridge the gap. On s'est dit, on va prendre ce rôle-là d'être le vice-président technologie du système de santé, où est-ce que le médecin reste PDG. Et nous, on vient lui amener une information pertinente de qualité en bullet point. Où est-ce qu'on vient vraiment, autant le médecin, le patient, le pharmacien, l'infirmière a accès à cette information-là en temps réel pour qu'on soit capable de se dire, bien, autant qu'un patient, s'il est allergique à la pénicilline, on ne va pas lui en prescrire. Mais si un patient dit, moi, les ISRS, le Celexa, c'est marqué, ça ne fonctionnera pas aussi bien, pourquoi ne pas commencer avec la deuxième molécule tout de suite d'entrée de jeu? Et c'est de l'éducation autant au système de santé qu'aux patients. Et c'est maintenant, 7 ans plus tard, donc Biogénique, on remarque qu'il y a une croissance phénoménale de cette technologie-là et on est très heureux d'être au cœur de cette révolution-là. Et si on continue d'étudier un peu la notion de la santé mentale et des médicaments, en fait, ce qu'on voit, c'est que 38% des patients ne répondront pas bien aux antidépresseurs, les ISRS, donc les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine. Parce que c'est connu, en fait, quand on fait des études de population, il y a 38% des gens qui n'ont pas le bon génome, qui n'ont pas les bons gènes, et donc qui ont reçu ça de leurs parents, que c'est transmis de génération en génération. 38%, donc une personne sur 3, ne peut pas prendre les médicaments qui sont en première ligne. Et donc, quand on prend le cas de Adèle, qui est en invalidité pendant 7 semaines, finalement, parce qu'elle doit juste faire un essai-erreur pour finalement que le deuxième,
Et en moyenne, c'est 2,8 médicaments pour trouver la bonne combinaison pour un patient. Et donc, c'est là qu'on se retrouve à du 16-17 semaines, finalement, d'invalidité. Et vous le savez autant que moi, plus que le temps est long avant d'avoir un retour au travail, moins que les chances de succès sont élevées. Et donc, plus qu'on se rapproche du 20, 22, 26 semaines d'invalidité, en fait, moins qu'on a de chances d'avoir un retour d'un employé qui est vraiment motivé avec une productivité optimale. Et donc, c'est connu. 38% des gens à qui on va prescrire Celexa 10 mg, ça ne réagira pas bien. Et en fait, même quand on creuse, c'est que 2 patients sur 3, 66% des patients ne seront pas en rémission après le premier traitement. Et donc, on sait que le médicament de première ligne, 38%, est dû à ça, et qu'il y a 2 patients sur 3, donc un autre 32% ou 35%, que c'est parce qu'ils ne vont pas bien prendre leur médicament, qu'ils n'auront pas confiance en leur médecin, qu'ils ne feront pas de psychothérapie en même temps. Donc, il y a tout l'environnement autour du traitement qui n'est pas bien pris en charge. Ils ne vont pas changer leur alimentation, ne vont pas nécessairement essayer de s'entraîner ou de dormir. Et donc, le médicament n'est pas la solution miracle, mais c'est un des facteurs qui vient influencer le reste. Si on voit une petite amélioration quand on prend son premier médicament, qu'on voit, il y a une lueur d'espoir, tout est difficile pour un patient qui est atteint d'un trouble de santé mentale. Tout est compliqué, tout est lourd. Prendre une douche, c'est compliqué. Se faire à manger, c'est compliqué. Et donc, il faut aller chercher le premier kick, le premier déclic pour lui permettre d'améliorer sa santé. Et c'est vraiment là qu'on voit une opportunité et toute la recherche dit que c'est vraiment de limiter l'essai-erreur et augmenter les chances de toutes les stratégies de traitement par la suite. Et quand on a un patient qui finalement tombe en invalidité au travail, l'élastique s'étire pour finalement snap, lâcher. Parce qu'admettons-le, 80% de nos employés qui tombent en invalidité prennent déjà un antidépresseur avant. C'est simplement qu'ils commencent antidépresseur, restent au travail, essayent de combiner les deux. Simplement, les effets secondaires s'accumulent, la charge de travail s'accumule, l'élastique tire pour finalement éclater. Et là, ils tombent en invalidité, il est déjà trop tard. Ce qu'on veut, c'est venir les attraper avant même qu'ils tombent en invalidité. Et donc, au moment de la prescription du premier antidépresseur, amener cet élément de confiance-là, de dire que de tous les médicaments qu'on connaît, celui-là, c'est celui qui a le plus de chances de succès. Et donc, c'est là que les obstacles au plan de traitement viennent vraiment, en fait, du bon diagnostic, du bon traitement et d'avoir le bon suivi. Donc, c'est comme je disais, c'est un tout. Il faut être en mesure de venir vraiment implémenter toutes les bonnes stratégies. Et c'est là que Biogénique, on a voulu se positionner avec Biron, où est-ce qu'on est capable de venir offrir le continuum de soins complet. Donc, dans les entreprises, c'est simplement pas d'offrir le test pharmacogénétique, mais on est en mesure aussi de venir faire la coordination de soins. Parce qu'on est capable de voir que de la non-observance au traitement, combiné avec un mauvais diagnostic, et je me rappellerai toujours d'un cas d'un patient qui, sur un échéancier de 7 ans, dans le fond, a perdu 3 emplois, a subi un divorce, ses enfants ne lui parlent plus, a fait une faillite, et pour finalement se rendre compte que ce n'était pas une dépression mal diagnostiquée qu'il avait, mais c'était un TDAH mal diagnostiqué. Et il a écrit une belle lettre à ses professionnels de la santé, à ses médecins, en remerciant Biogénique aussi, disant merci beaucoup d'avoir finalement trouvé le bon diagnostic, but please, s'il vous plaît, rappelez-vous ce que j'ai perdu in the process, donc dans le processus. C'est assez prenant quand on pense qu'il y a des patients qui vivent avec des situations qu'on n'est pas capable de diagnostiquer comme il faut et qu'on leur donne des traitements, des médicaments pour en essai-erreur, un peu comme un guinea pig, un rat de laboratoire, en disant ça devrait fonctionner, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est peut-être que ce n'est pas le bon diagnostic et finalement que tout ce qu'on va essayer par la suite, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là qu'on peut amener un peu de clarté parce que si le médicament doit fonctionner, si tout laisse présager que le médicament, il n'y a aucune notion biologique que le médicament ne fonctionne pas, mais retournons à la source et ayons le bon diagnostic. J'en parlais un peu plus tôt. On le sait que quand on vient vraiment avoir un échec au niveau à la fois de la médication, du diagnostic, de la prise en charge clinique, eh bien c'est là que le temps de retour au travail devient de plus en plus long et qu'on frôle finalement l'invalidité de longue durée. Et c'est là qu'on veut vraiment avoir un impact majeur. Et c'est là que Biogénique, on voit qu'on a vraiment un gros rôle. Donc, on va venir attraper des patients, les 38% qui ne réagiront pas bien aux SRS. Mais en plus de ça, c'est qu'on va vraiment éviter le switch de courte durée vers le longue durée.
Et donc, non, oui, on a une amélioration du court durée, mais ce qui est important aussi de mesurer, c'est combien de baisses de longue durée on est capable d'observer dans une entreprise parce qu'on est venu implémenter la pharmacogénétique. Et souvent, c'est de l'ordre de 2 fois. Donc, on a une baisse de finalement 100%, de 50% de l'invalidité longue durée après 2 ans d'implémentation. Et les 2 premiers mois sont extrêmement cruciaux. C'est là que c'est pas le temps d'attendre. C'est pas le temps de faire vraiment des analyses de spécificité ou vraiment de venir dire on va faire des tests de spécialité avec des secondes opinions pour des psychiatres. Qu'est-ce que le patient a besoin? Comment on peut l'aider? Et qu'est-ce qui peut, le bon médicament du premier coup? C'est ça qui vient vraiment améliorer le meilleur prognostic. Dans toutes les études, et je vous rassure, c'est la seule science poussée de la présentation. Après ça, on va tomber plus en ressources humaines. Mais en fait, on le voit, c'est une étude qui a été publiée en 2013 et réadaptée en 2015, qui prend 3 questionnaires de bien-être. Donc, le HAM-D, le QDS et le PHQ-9 sont des questionnaires de symptômes dépressifs. Donc, c'est des questionnaires standardisés qu'on fait répondre les patients. Et on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a une différence entre chaque questionnaire pour voir s'il y a vraiment une échelle de symptômes de dépression selon un cas ou un autre. Et on a fait passer, dans le fond, des tests pharmacogénétiques à 50% des patients en début de traitement et 50%, donc c'était juste l'essai-erreur pour trouver le bon médicament comme d'habitude. Et finalement, ce qu'on voit, c'est quand même assez prenant. Sur les 3 questionnaires, on voit vraiment une amélioration des symptômes dépressifs après 2 mois. Et donc, il y a vraiment une marge qui est claire, sans équivoque, de faire le test à tout le monde aide finalement l'ensemble de la population. Et même si ça confirme que certains employés pouvaient prendre, par exemple, du Celexa 10 mg et que c'était bien correct, vient de le faire systématiquement. On vient attraper ces patients-là qui tombent à du 7, 8, 9, 12 semaines simplement d'essai-erreur avant de trouver le bon médicament. Et avec le test biogénique, on est capable de venir vraiment cibler à la fois santé mentale, mais on a aussi un test de TDAH, on a aussi le test pour la douleur chronique, on a un test de nutrition qui vient faire le continuum complet et qu'on est capable de venir aider le patient à dire, bon, mais oui, à la fois aussi, tu as ton médicament, mais la caféine, c'est peut-être aussi à éviter. Et j'aime beaucoup donner cet exemple-là parce que 50% de la population, prendre 3 tasses de café par jour, c'est la même chose que de fumer un paquet de cigarettes sur l'effet cardiovasculaire. Donc, on le sait, certaines personnes qu'on connaît vont prendre un café à 11 heures le soir, à minuit, ils font de dos. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est ce qu'on appelle des fast metabolizers, des métabolisateurs très rapides. La caféine va passer tout droit. Ils vont garder, en fait, les antioxydants de la caféine et ces gens-là vont réduire leur risque de crise cardiaque de près de 25%. Mais l'autre 50%, où est-ce qu'ils sont des slow metabolizers, donc la caféine reste assez longtemps dans le système, vient attaquer les parois du cœur, du myocarde, augmente leur chance de crise cardiaque après 3 tasses de café de près de 85%. Et la bonne façon de savoir dans quel en fait, la seule façon de savoir dans quel pourcentage on se situe, est-ce que ça nous aide ou est-ce que la caféine nous nuit? Eh bien, c'est de faire un test génétique et de profil nutrition. Actuellement, avec Biogénique, ce qu'on voit, c'est que 99, et la statistique est un peu vieille, c'est 99,8% de tout le monde qu'on a testé ont eu une alerte. Donc, ont eu un médicament qu'ils ne pouvaient pas prendre, ont eu un aliment qu'ils ne pouvaient pas prendre. Et si on applique cette statistique-là à l'ensemble des Canadiens, en fait, actuellement, en connaissant qui prend quoi et quel médicament, eh bien, on se rend compte que c'est 2,8 millions de patients qui ne prennent pas un médicament actuellement qui est adapté à leur métabolisme. Et donc, leur code génétique ne prédispose pas et donc ils vivent avec des effets secondaires actuellement qui ne sont pas obligés. Et si on pense à toute la perte de productivité qu'on a dans les entreprises, simplement parce qu'on doit gérer nos effets secondaires en plus de tout le reste, on doit se lever le matin, payer nos impôts, aller porter les enfants en garderie, mais on a des brûlements d'estomac, on a la bouche sèche, on est dans les vapes, notre médicament, c'est pas adapté. Bien, on peut envoyer ce message d'espoir-là qu'on n'est plus obligé de vivre avec les effets secondaires de ces médicaments. Et donc, même un patient qui prend déjà un antidépresseur depuis 2-3 ans, ça peut être pertinent de venir lui offrir un profil pharma pour simplement venir valider et améliorer ce discours-là, cette conversation-là sur, peut-être qu'il s'est habitué, mais c'est peut-être pas pertinent de continuer comme ça, c'est peut-être pas obligé. Et surtout, en même temps, pour l'ensemble de sa famille qui peut passer par les mêmes principes, c'est aussi une bonne information. Un médecin va prendre un médicament en disant « Ah, ça a fonctionné pour ton frère ou ta sœur, donc je vais essayer celui-là aussi pour toi. »
c'est pas une bonne idée non plus. On est mieux de faire de repartir clean slate à chaque fois. Et donc, quand on pense à la science qui est derrière la pharmacogénétique, on analyse vraiment certains marqueurs génétiques. Et donc, je vous rassure, on ne va pas voir des marqueurs associés à des maladies comme le cancer du sein, l'Alzheimer, le Parkinson. Donc, biogénique, la beauté et pourquoi, qu'est-ce qui nous a démarqué, contrairement à d'autres compagnies, c'est qu'on va simplement analyser les gènes du métabolisme. Donc, on vient vraiment faire une analyse de 200 à peu près mutations et on regarde rien d'autre. Et donc, aucune chance que les données soient utilisées à mauvais escient. Et il y a même une loi au Canada maintenant, qui est la loi S201, qui empêche la discrimination génétique par rapport aux patients, que ce soit en assurance, que ce soit au niveau des banques. Donc, c'est vraiment là que Biogénique se situe comme étant un intermédiaire, un mur de Chine pour que l'information soit donnée aux patients, aux médecins à bon escient et elle ne soit pas retransmise et finalement sorte du Canada. Nos serveurs sont canadiens, tous nos systèmes, les analyses sont faites au Canada et donc on n'est pas soumis au Patriot Act parce qu'on utilise par exemple des serveurs américains ou un laboratoire basé au sud de la frontière. Et ce qui a vraiment été un changement aussi dans la dynamique, quand on a fondé la compagnie en 2013, c'était pas là, mais en 2016, les lignes directrices de psychiatrie au Canada, qui s'appellent les CANMAT, donc qui dictent dans le fond la bonne pratique de la psychiatrie, donc ont publié que dans les cas de dépression majeure, c'était une bonne pratique d'utiliser un test pharmacogénétique pour venir confirmer quels médicaments pouvaient être adaptés ou étaient mal adaptés. Et en fait, les lignes directrices disent où est-ce que c'est disponible. Et maintenant, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est disponible partout au Canada parce que Biogénique, on est coast to coast, donc de océan à océan. Nos heures d'ouverture permettent en fond d'être de 8 à 5 à la fois du Nouveau-Brunswick jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, on fait du 8 à 8 finalement au Québec. Et c'est d'autant plus, en fait, ces études-là ont été plus dithyrambiques. Moi, je vous avais dit, c'est une amélioration de 2 fois les chances de rémission. En fait, eux, ils disent c'est 3,5 fois selon le HAM-D, qui est un des questionnaires. Et donc, ils voient vraiment une amélioration des symptômes dépressifs en l'utilisant. Dans nos données internes chez Biogénique, on voit finalement une durée moyenne de 4 mois pour une cause de santé mentale. Et finalement, quand on vient offrir le test à l'ensemble des employés qui ont une invalidité court terme pour santé mentale, on vient aider vraiment les patients plus lourds et on vient confirmer aussi que les patients qui prennent, par exemple, le Celexa 10 mg ne sont pas obligés d'attendre le 3 semaines, 4 semaines au début de traitement pour revoir leur médecin. Et donc, en offrant le test en début de traitement, finalement, après 5 jours, ils reçoivent les résultats, disent oui, c'est bon, tu peux prendre des ISRS, tu fais partie du 62 de la population que c'est correct. Et donc, le médecin a confiance, le patient a confiance, on augmente la dose tout de suite et finalement, on se retrouve avec un changement de thérapie qui aide un retour au travail plus rapide. Donc, même si seulement 38 des patients ne réagissent pas aux ISRS, donc on assumerait que ce 38 des patients ont un changement de médicament après un test pharmacogénétique. En fait, ce qu'on voit, c'est 50 des employés qui font le test se retrouvent avec un changement de traitement après avoir fait le test. Donc, on est très content de voir ce genre de statistiques-là parce que ça vient nous permettre d'avoir un 2 à 3 semaines selon la taille de l'entreprise, selon l'industrie, de retour au travail plus rapide. Donc, il y en a qui seraient revenus très rapidement de toute façon. Ceux-là, on les confirme. On a peu d'impact sur eux, mais on vient vraiment attraper des patients beaucoup plus lourds. Et c'est, comme je disais, c'est vraiment en début de traitement qu'il faut être capable d'offrir le test. Et donc, je sais qu'on est tous dépendants de nos CFO dans nos entreprises, nos vice-présidents finances. J'ai cru bon d'inclure un petit case study. Donc, c'est une vraie entreprise qui est client de Biogénique et on a analysé les coûts, en fait, qui avaient une durée moyenne d'invalidité de 65 jours. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 16 ou 17 semaines moyenne d'invalidité dans cette entreprise-là. Le salaire moyen de l'employé est à peu près de 65 000 donc ce qui représente 300 par jour d'invalidité de coût. Le test biogénique se détaille à 285 pour celui de santé mentale. Donc, c'était 35 de son invalidité courte durée qui était ultimement en santé mentale, ce qui représentait grosso modo 103 ou 104 cas par année. Là, je l'ai arrondi à 100 cas pour faire des chiffres. Donc, si on fait 65 jours en moyenne d'invalidité fois 100 cas fois 300 on se retrouve à près de 2 millions de dollars de coûts d'invalidité par année dans cette entreprise-là, 1,95.
Et là, je suis conservateur. Je vous avais dit que c'était du 2 à 3 semaines de réduction d'invalidité en moyenne. Là, on est à du 7 jours dans le cas. Donc, je viens vraiment juste appliquer je dis, worst case scénario, on a 7 jours de réduction ou plus. Et donc, avec le coût du test pour les 100 employés finalement qui tombent en invalidité, on se retrouve à 28 500 de coût de test. Si on prenait juste les deux ensemble, pas de réduction, pas d'amélioration, on serait encore en bas de 2 millions de dollars de coût d'invalidité de toute façon. Donc, c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan que représente le coût de l'invalidité chez cette entreprise-là que d'ajouter des tests pharmacogénétiques. Par contre, si on vient chercher ce 7 jours-là de réduction d'invalidité, donc on est à du 58 jours finalement en moyenne, c'est 1,8 million finalement au final. On a une réduction de 240 000 épargnés la première année déjà sur les états financiers, simplement en offrant la pharmacogénétique. Je me rappellerai toujours, il y avait un des vice-présidents ressources humaines d'une entreprise qui m'avait dit, quand j'ai vu les chiffres de Biogénique, j'ai eu peur pour ma job parce que si j'en parlais pas à mon vice-président finance, j'avais peur qu'il fasse tout ce qu'il pouvait pour me foutre à la porte, tellement que c'était une économie importante. Et donc, je ne sais pas c'est quoi la réaction chez vos clients ou dans vos entreprises, mais sachez que c'est une économie qui existe et qui est chiffrée et on peut faire ce type de business case-là dans chaque entreprise selon l'industrie. Mais au-delà de la médication, on le sait, j'en ai parlé, dans le fond, la santé mentale, c'est pas seulement le médicament, c'est aussi le sommeil, c'est aussi l'alimentation, c'est aussi les autres médicaments qu'un patient peut prendre. Et ça, c'est très important de le mentionner. En fait, le test pharmacogénétique ne vient pas dire quel médicament on peut prendre, mais vient dire quel médicament on ne peut pas prendre. Parce que, en fait, dans les réactions aux médicaments, si un patient prend d'autres médicaments, par exemple, ce qu'on appelle du drug-drug interaction, alors il prend déjà de la cortisone, par exemple. Mais c'est sûr que la cortisone va avoir un effet sur les médicaments les antidépresseurs. Et donc, nous, on peut dire dans le test, oui, Celexa 10 mg, c'est bon, selon la génétique, mais peut-être qu'il y a un autre médicament qu'il prend qui ne le rend pas bon. Donc, on ne peut pas dire, oui, c'est correct, Celexa, mais on n'avait pas l'autre information qui venait finalement enlever ce choix-là de la liste. Alors, c'est toujours très important de le garder en perspective. Et Biogénique, dans le fond, à chaque test, on offre une consultation avec un pharmacien qui est gratuite en téléconsultation pour vraiment rajouter du contexte. Et donc, chaque employé peut se prémunir de cette consultation-là. On est disponible aussi pour aider son médecin de famille. On peut l'aider à trouver un médecin. S'il n'en a pas, on travaille avec tous les bons logiciels de télémédecine également, que ce soit les Dialogues, les QCare de ce monde, pour venir mettre cette information-là en contexte. Et donc, dans la consultation avec le pharmacien, le patient, l'employé peut vraiment venir donner sa liste de médicaments et là, on vient ajouter du sens et rajouter encore plus de détails au rapport pour l'aider à prendre un bon choix et à finalement dire à son médecin, ça ne fonctionnera pas, je veux tel traitement ou je veux qu'on aille plus rapidement dans mon traitement. Mais en plus de ça, donc la dépression, il faut tenir compte du soutien social, la lutte contre la stigmatisation. Il y a des entreprises comme Stigma Zéro qui travaillent vraiment à avoir des bonnes pratiques pour en parler. Et ce qu'on voit finalement aussi, c'est que d'avoir un discours sur la santé mentale et la dépression dans ces entreprises vient aider vraiment les employés à en parler. Et donc, d'annoncer, par exemple, un programme en pharmacogénétique pour la santé mentale, ça devient un peu le talk of the day. Ça devient les employés aiment ça, ça rajoute sur la marque employeur et finalement, ça l'aide à aussi justifier l'assurance collective qui est implémentée. Et donc, on voit une valeur immédiate aux employés. C'est une conversation qui est très bonne à avoir et qui est très saine, finalement, qui déstigmatise beaucoup cette tendance-là qu'on vit. Et même pour moi, en fait, qui vit avec un trouble d'attention, j'ai un TDA diagnostiqué avec trouble anxieux, je remarque que c'était très difficile d'avoir une conversation de qualité sur ce trouble-là, mais maintenant, on voit un changement de paradigme, on voit vraiment un changement de mindset et on veut être dans ces entreprises-là qui viennent vraiment ouvrir c'est quoi la normalité. Finalement, on accepte les gens avec des troubles particuliers pour être capable de venir chercher leur super pouvoir et vraiment rendre chacun de nos employés à la bonne place, assis à la bonne chaise et que tout le monde, finalement, on vise d'abolir l'invalidité un jour. Et donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. On reste présent à la suite de cette présentation-là pour vous aider à faire du sens. Et je vous laisse sur ces belles paroles aussi avec les 5 raisons d'intégrer la pharmacogénétique dans vos entreprises.
parce que d'un côté, ça réduit l'invalidité, je pense que je l'ai assez mentionné, ça réduit les coûts liés au présentéisme et à l'absentéisme. Donc, on a des employés beaucoup plus engagés. Finalement, on permet d'avoir la conversation s'ils ont des effets secondaires, s'ils vivent des situations particulières. Je me rappellerai toujours d'un cas d'un employé qui finalement quittait toujours très tôt le jeudi et revenait vendredi, toujours un peu amoché, pas très focus, pour finalement avoir la conversation, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, ah, mais je suis en divorce et il faut que je me rende à Trois-Rivières, finalement, à tous les jours pour être en médiation avec mon ex parce qu'on est en divorce et c'est très dur. Et donc, finalement, d'avoir cette ouverture-là pour dire, ben, savais-tu qu'il existe un soutien psychologique, qu'on est capable de t'offrir des services d'avocat dans la compagnie? C'est vraiment, ça l'augmente le présentéisme finalement et ça améliore la productivité. La pharmacogénétique permet de réduire les coûts d'assurance collective globalement. C'est une initiative qui peut être déployée à faible coût, donc c'est vraiment une solution clé en main. Pas besoin d'avoir de gestionnaire de projet dans vos entreprises pour être en mesure de l'offrir. Et finalement, ça améliore la marque d'employeur, comme je disais, avec une culture d'entreprise qui est axée sur le bien-être et la santé de ses employés. Et donc, dans ces temps difficiles, je vous souhaite bon courage et ça me fait plaisir de répondre à vos questions avec Louis Régimbal. Maintenant, j'invite M. Louis Régimbal, vice-président stratégie et innovation chez SSQ Assurance, à prendre la parole. Louis, à ton tour. Merci beaucoup, Benoît. Merci de l'invitation, de l'opportunité de pouvoir partager avec vous là, les grandes lignes de notre approche en matière de stratégie, en matière de santé numérique. Merci beaucoup à Étienne d'être disponible pour partager avec nous aujourd'hui les détails de votre programme, dans le fond, de ce que vous avez à offrir. Dans le fond, quand on réfléchit à la posture que SSQ Assurance souhaite prendre là, en ce qui concerne la santé numérique, vraiment, il y a 3 pôles qui émergent. D'abord, on veut que la stratégie doit vraiment être construite autour de l'adhérent comme tel. Donc, l'adhérent qui est en fait l'employé ou le membre du groupe et qui, pour nous, représente toujours le client. Alors, chez SSQ Assurance, quand on parle du client, on fait référence à l'individu au bout de la chaîne qui est vraiment celui qui bénéficie là, des protections, directement des protections qu'on a offrées. Évidemment, les choix qui ont été faits dans la stratégie de santé numérique sont vraiment alignés sur des besoins spécifiques. Étienne a souligné un des besoins critiques là, qui risque avec lequel on risque de vivre pendant un certain temps. C'est des enjeux qui sont reliés à la santé mentale, notamment. Et finalement, cette stratégie-là est vraiment ancrée par des étroites collaborations, alors comme celle avec Biogénique et vous allez voir avec d'autres. Ça, c'est les 3 grandes dimensions, si on veut, là, de notre stratégie en santé numérique. Évidemment, dans le contexte de ce qu'on a à offrir aux adhérents, on cherche, quand possible, les solutions qu'on met de l'avant ont pour but de prévenir des situations quand c'est possible, en informant, en enseignant, avec la formation, avec la sensibilisation et d'autres mécanismes comme ça pour l'adhérent qui puisse se prendre en charge. Et dans les cas où c'est pas possible, évidemment être capable de supporter le traitement qui peut avoir lieu là, en l'occurrence, par exemple, et je pense que le cas de Biogénique probablement sera un peu plus important du côté dans le contexte de traitement. Je parlais tantôt des besoins spécifiques sur lesquels on cherche à être aligné. Évidemment, la santé mentale est vraiment une problématique qui va s'installer de plus en plus dans les organisations. Il y avait toujours c'était toujours pour nous la première cause de beaucoup d'enjeux, soit au niveau de l'invalidité,
court terme, long terme, c'est souvent un dénominateur commun dans bien des situations, mais ça va être d'autant plus important dans le contexte qu'on est en train de vivre et dans le post-COVID, alors que et je pense qu'Étienne y a fait référence, alors je ne fais que le ressouligner, dans les suites de la pandémie, alors que les éléments de côté physique on laisse faire se résoudre dans le temps, les enjeux de ce que les gens ont vécu, les cicatrices mentales que les gens ont collecté au fur et à mesure de cet exercice, cette crise-là, seront probablement avec nous pendant un certain temps. Donc, et pour nous, il y a plusieurs initiatives qu'on a mises en place pour être capable de contribuer à cet enjeu-là. Il y en a peut-être certains qui ont vu la commandite qu'on a fait avec MindBeacon, construire notre résilience, je crois, en français, en anglais, Stronger Minds, et d'autres initiatives de cette nature-là, en appui justement aux interventions qui sont reliées à la santé mentale. Évidemment, les autres enjeux musculo-squelettiques, maladies chroniques, continuent à être présents et ce sont en fait les trois grands vecteurs dans lesquels on veut chercher à s'adresser dans le contexte des solutions de santé numérique qu'on présente. Je parlais d'étroite collaboration tantôt. Alors, pour l'instant, il y a 4 organisations avec lesquelles nous sommes liés dans l'offre de ces solutions de santé numérique-là. Biogénique, dont on a entendu parler aujourd'hui, Dialogue, le service, la solution de télémédecine qui, elle, justement, au-delà de la télémédecine traditionnelle, greffe maintenant des compétences en santé, mieux-être, côté mental, gestion du stress et mieux-être, santé mentale. Évidemment, MindBeacon, la solution de TCCI, traitement cognito-comportemental et en mode numérique. Et finalement, Aléo, une solution qui aide les gens à gérer les enjeux de sommeil, qui, encore une fois, seront sûrement omniprésents parmi la population d'assurés de clients. Et pour avoir accès aux services de biogénique, on voit deux grandes voies qui vont permettre aux assurés de s'en prévaloir. D'abord, ces services-là seront remboursés en fonction de la couverture des régimes, alors que ce soit dans un compte de dépenses santé ou d'autres types de mécanismes comme ça, que ce soit pleinement couvert, d'une part. Mais d'autre part, si les individus, les assurés souhaiteraient se prévaloir de ce service-là, mais que pour quelconque raison, leur régime d'assurance ne le prévoit pas, ils auront quand même accès directement aux services de biogénique par l'entremise de notre relation avec SSQ. Ils pourront tout simplement défrayer les coûts, s'ils le souhaitent, de leur propre poche. Et dans d'autres cas, les cas, par exemple, de gens qui sont actuellement en invalidité, ils pourraient être à notre bénéfice de les dépenses associées à ce service-là. Donc, on va les encourager, dans bien des cas, de se prévaloir dans le fond des services de biogénie. Évidemment, le dernier point est très important, c'est toujours à la discrétion de l'individu. La relation thérapeutique existe entre l'individu biogénique et éventuellement le médecin de l'individu. SSQ Assurance n'aura aucune information quant aux résultats des tests. En fait, le seul mécanisme qu'on va avoir pour savoir que le test a été exécuté, c'est s'il y a une demande de remboursement. Sinon, très important de le souligner, ça demeure des informations qui sont détenues par l'individu, le patient du médecin, l'assuré, dans le fond, l'employé en l'occurrence. Peut-être juste en terminant, évidemment, nous, on fait un certain scan du marché pour voir quelles sont les solutions qui sont disponibles. Si jamais vous voyez des choses dans le marché que vous pensez sont pertinentes et que vous voulez nous en parler, vous pensez qu'on devrait les considérer, on vous inviterait à nous envoyer un petit email à l'adresse qui est là. L'adresse est en anglais, mais ça se veut une solution
nationale plus facile, en tout cas, d'avoir une seule adresse en anglais. Alors, si on est toujours intéressé à avoir vos commentaires, vos suggestions par rapport à ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour l'opportunité. Merci à toi, Louis. Avant de conclure, on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Je m'essaie. Celle-là pour toi, Étienne, probablement. J'aimerais savoir, au moment de la lecture des résultats, est-ce qu'un médicament est recommandé ou certains sont exclus, laissant plus ou moins de médication à tester? C'est plus l'option numéro 2 parce qu'en fait, comme j'expliquais, on ne sait pas la liste que les autres, que le patient prend comme autres médicaments ou c'est quoi ses habitudes alimentaires. Par exemple, s'il prend 1 litre de jus de pamplemousse le matin, c'est aussi ça peut causer des effets secondaires avec certains médicaments. Donc, d'entrée de jeu, un test pharmacogénétique, c'est un test d'exclusion. On dit quel médicament ne fonctionnera pas sur la génétique. On ne va pas dire lequel va absolument fonctionner parce que ça prend les autres médicaments, son alimentation et également voir s'il n'y a pas déjà des maladies chroniques diagnostiquées. Mais si, dans la consultation qui est incluse avec le pharmacien, dans le prix du test, le patient mentionne toutes ces informations-là, le pharmacien va pouvoir faire un test, une opinion d'inclusion pour dire « Ah, ben lui va fonctionner ». Parfait, merci. Très clair, Étienne. Deuxième question, toujours pour toi, Étienne. Est-ce que le profil est à risque d'évoluer dans le temps? Donc, par exemple, le profil établi à l'enfance demeure-t-il valide au 3e âge? J'aime ça, le mot « à risque d'évoluer », comme si c'était péjoratif. Le test, la science évolue, donc c'est sûr qu'il va toujours avoir des nouveaux médicaments. La génétique du patient, par contre, ne change pas. Donc, on a la même génétique de l'enfance jusqu'à la mort, en moins d'habiter à côté d'une centrale nucléaire. Puis, donc, ça permet qu'une fois qu'on fait l'analyse, c'est bon à vie. Mais c'est sûr qu'on va toujours découvrir des nouveaux gènes. Donc, il faut parfois, des fois, faire juste un update des résultats. Ça, c'est majoritairement inclus avec la relation avec Biogénique. Super. Je me tente une dernière question et notez que pour toute question pour laquelle on n'aura pas répondu aujourd'hui, nous allons suivre par courriel avec les réponses associées à chacune de ces questions. Donc, toujours pour toi, Étienne, est-ce qu'un exemple de rapport fourni est disponible, que ce soit sur votre site, à titre d'exemple? Je pensais que oui, puis j'ai vu la question en fait popper, puis je suis allé voir, puis je crois que marketing a probablement pris un peu dans notre département, un peu de latitude et de l'enlever, mais simplement écrire soit à votre chargé de compte de SSQ ou m'écrire directement, puis je vais vous en envoyer un avec plaisir. Super, merci beaucoup Étienne, merci beaucoup à Louis, c'était fort intéressant. Nous savons maintenant comment la pharmacogénomique peut offrir une différence considérable au niveau de la prévention et du rétablissement de vos employés et comment SSQ peut vous accompagner comme partenaire dans une offre de solutions en santé numérique. Nous vous remercions sincèrement de votre participation au présent webinaire. Un courriel vous sera envoyé avec un lien pour réécoute ultérieure et nous vous invitons à consulter le site web de Biogénique et de parler de pharmacogénomique avec votre chargé de compte SSQ pour plus d'informations. Merci et passez une excellente journée.